L'utopie n'est pas une idée neuve. Le terme a été inventé par Thomas More en 1516 et a inspiré de nombreuses œuvres de SF dès les premières décennies du genre. Pourtant, sûrement après la perte d'une forme de confiance en la science, le progrès et le futur, hérités des guerres mondiales, et la faillite des grandes idéologies du XXe siècle, la démarche utopique a été discréditée. En gros, la science mène à la bombe et l'idéologie mène à Staline. Il serait donc de bon ton de rester réaliste plutôt que naïf, c'est-à-dire cynique et désabusé. L'utopie serait impossible, donc inutile ou dangereuse, car vouée au totalitarisme et au formatage de la pensée. Mais alors que la dystopie, devenue hégémonique entre-temps, commence elle aussi à avoir du plomb dans l'aile et à tourner en rond, on entend frémir de nouveaux désirs d'utopie, ou en tout cas d'alternatives, plus en lien avec les préoccupations, les combats et les attentes de l'époque pour nous sortir de la crise du futur. Le dernier épisode de Planète B parle de ça, allez donc y jeter un œil si le sujet vous intéresse. Pour approfondir cette question, nous recevons aujourd'hui la philosophe Alice Karabédian, autrice d'un excellent petit bouquin paru aux éditions du Seuil, Utopie radicale. Alice Karabédian, bonjour. Bonjour. Tu es donc notamment docteur en philosophie politique, chercheuse associée au laboratoire de changement social et politique de l'Université de Paris et cofondatrice du centre de recherche sur l'utopie qui s'appelle l'Archipel des devenirs. C'est ça, j'oublie rien? C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Planète B. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant dans Utopie radicale, qui est donc ton bouquin pour lequel on te reçoit aujourd'hui. Alors je précise d'ailleurs au passage qu'on se tutoie parce qu'on a commencé à se tutoyer dans la vie. Donc voilà, on continue à se tutoyer. Si ça te convient, bien sûr. Évidemment. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ton bouquin Utopie radicale, c'est que très souvent, on entend des invocations, un peu des grands appels qui font généralement consensus à créer ce qu'on appelle de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Et ça semble vraiment être un lieu commun qui, par les temps qui courent, rencontre beaucoup de consensus finalement. Ça va de tout un tas de think tanks sur les futurs désirables, etc., à pratiquement toutes les multinationales, à l'État, à peu près tout le monde, et visiblement dans un spectre assez large d'idées qui se recoupent pas forcément, quoi. Et finalement, cet appel à créer des futurs désirables, ça semble souvent assez creux. Et ce que j'ai trouvé donc particulièrement intéressant dans ton livre, c'est que tu rentres dans le détail de la réflexion de ce que c'est finalement qu'une utopie, est-ce que c'est qu'un monde souhaitable ou pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu as été amené à t'intéresser à ce sujet-là? Je pense déjà, je fais un usage assez restrictif du mot utopie et ce livre, c'est un peu ce que j'entends justement par utopie et qui du coup récuse plein de définitions, parce que ça m'a frappé, comme tu le dis, une sorte de consensus sur le fait que, oui, on souhaiterait des lendemains qui chantent et un avenir réjouissant et resplendissant. Et sauf que ce genre d'image, bien entendu, elle est marquée idéologiquement et selon là où elle est produite, elle porte un sens sur la société de demain. Et ce qui m'a frappé, c'était en voyant des publicités, notamment, qui, d'un coup, utilisaient l'imaginaire de la science-fiction pour vendre des automobiles, pour vendre des biscuits. Enfin, vraiment, il y a une pub lue qui est merveilleuse où on voit de l'agriculture intensive et des enfants qui jouent dans les champs de blé. Et c'est pour des... ouvrons le champ des possibles. C'est le slogan. Ouais. Donc, des biscuits lus. Nourrir vos rêves. Et avec l'énergie de chacun, ensemble les réaliser. Lu, ouvrons le champ des possibles. Et du coup, cet appel à de nouveaux imaginaires du bonheur, on va dire, ou à de nouveaux imaginaires utopiques, le fait qu'ils se retrouvent autant dans des pubs que dans des think tanks, que dans des milieux politiques, militants, etc., j'avais envie de voir où se faisait la séparation et comment on pouvait donner un peu de sens au mot utopie, parce que passé au rouleau compresseur du néolibéralisme, il avait perdu complètement son sens. Parce que pour moi, utopie, c'est pas du tout manger des biscuits lus, ni avoir un SUV qui roule à fond dans une ville hautement technologisée, etc. Et je voulais redonner du sens à ce terme, un sens littéraire, parce que mon travail, moi, se base avant tout sur des œuvres littéraires, aussi un peu cinématographiques, mais enfin bref, redonner du sens à ce mot qui a été inventé dans la littérature, et bien entendu un sens politique. Et par politique, évidemment, j'entends tout ce qui n'est pas réappropriable dans ce qu'on
ce qu'on souhaite critiquer, c'est-à-dire le capitalisme, le patriarcat, etc., et que voilà, il fallait revendiquer, se réapproprier ce terme et le sortir de cette énorme machine qui vend une certaine image du progrès, et une certaine image du progrès qui n'est pas du tout remise en question. Or, la science-fiction, si elle nous a bien appris quelque chose, c'est que le progrès avec un grand P, en fait, peut poser problème, et bien souvent pose problème. Aujourd'hui, on est là où on en est parce que cette notion, en fait, elle a permis de justifier le saccage de la planète, les discriminations, la domination quelle qu'elle soit, etc., etc. Et donc, c'était retravailler le sens du mot utopie, donc littéraire et politique, en partie en opposition à cette image du progrès qu'on nous vendrait, de la ville intelligente, de la voiture toujours plus grosse, etc., etc. Donc c'était sortir du conformisme des images qu'on nous vend, c'est-à-dire l'image du progrès, c'est une ville super intelligente, blanche, nickel, il n'y a pas un mégot qui traîne, etc. Donc se réapproprier ça dans un champ politique particulier, et aussi en termes de forme et de contenu, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'utopie ? Qu'est-ce que c'est qu'une société juste pour toutes et tous, pour le vivant, quel qu'il soit, et même le non-vivant, etc. Et donc, il y avait il y a un conformisme qui est de réutiliser l'utopie, mais il y a aussi des images d'utopie qui sont très conformistes. Donc aujourd'hui, ça ne mange pas de pain de dire « Ah oui, ça serait bien d'avoir des lendemains qui chantent ». Oui. Et voilà. Mais de la même façon, quelle tête ont ces lendemains qui chantent ? C'est ça qui compte aussi, quoi. C'est qu'est-ce qu'on met comme contenu, vecteur de transformation, de radicalité politique, etc., derrière ces choses-là. Une voiture, c'est pas la même chose que d'imaginer une communauté respectueuse de son environnement, etc. Voilà. Donc c'était un double conformisme. Et donc alors oui, c'est vrai. Enfin, pour te rejoindre, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage. Enfin, il doit y avoir un terme pour ça, mais enfin, les concepts contre lesquels personne ne peut être. Personne n'est contre le futur radieux ou les lendemains qui chantent ou ouvrir les possibles. Personne n'est pour fermer les possibles a priori. Enfin, en tout cas, ça dépend peut-être lesquels, je sais pas. Et l'utopie, ça dépend aussi beaucoup du point de vue, quoi. Du coup. Est-ce que tu peux nous brosser ? Alors, c'est évidemment une question difficile parce que c'est tout le propos du bouquin, mais en quelques mots, nous brosser ce que ce serait du coup une utopie, ou ce que c'est peut-être déjà une utopie radicale par rapport à... Enfin, justement, c'est quoi ces lendemains qui du coup pourraient chanter par rapport à d'autres, quoi ? La radicalité, elle est premièrement dans le fait de se demander qu'est-ce qu'une utopie qui resterait utopique. Quel outil une utopie, donc par utopie on va se dire de façon large une société meilleure, comment cette utopie peut faire pour ne pas sombrer dans la dystopie, c'est-à-dire dans son opposé, c'est-à-dire se transformer en lieu du pire. Donc ça c'est un des premiers points de cette radicalité. C'est une utopie utopique. Et on pourrait se dire c'est complètement redondant et ça n'a aucun sens, mais en fait, quand on s'intéresse à l'utopie, on se dit, et à l'histoire de l'utopie, on voit bien qu'en fait, à chaque nouvelle utopie qui a pu exister, on essaie d'améliorer la précédente. C'est-à-dire que telle question peut poser problème, on va essayer de résoudre dans celui d'après, que ce soit la question du travail, la question de la sexualité ou que sais-je. L'utopie continue d'avancer. Donc c'est ça une utopie utopique pour moi, c'est-à-dire qu'elle est capable de se remettre en question et de faire en sorte de ne pas sombrer, de ne pas dégénérer, de ne pas s'ossifier, de ne pas se transformer en norme. Parce que l'utopie, c'est quand même un objet de dérangement qui vient déranger et le réel et nos façons de percevoir, etc. Ensuite, elle est radicale parce que elle renvoie à la racine du mot lui-même, donc qu'a inventé Thomas More en 1516, et qui pouvait donc se lire soit utopie, le non-lieu, soit utopie, le bon lieu. Et j'essaye dans cet essai de montrer à quel point c'est important d'essayer de garder ensemble cette utopie et cette utopie, le bon lieu et le non-lieu, que si on enlève le non-lieu, par exemple, si on enlève le caractère fictionnel de l'utopie, on va se retrouver dans du pamphlet, par exemple, ou dans un traité politique. Or, Thomas More, son génie, ça a été d'inventer tout un système de narration qui n'arrête pas de brouiller les frontières entre réel et fiction. Donc, c'est important de garder aussi ce rapport au non-lieu. Et non-lieu, ça peut aussi s'entendre, donc, comme je le disais, comme la fiction, en opposé au réel, mais ça aussi, à l'intérieur du contenu même du livre, le non-lieu, on peut l'entendre comme quelque chose qui serait de l'ordre du voyage, plus que, c'est pas un point, mais ça serait plutôt une ligne, par exemple. Donc, la question du devenir, la question du voyage.
la question de la transformation, etc., la question du nomadisme aussi. Donc c'était renvoyer à la fois au sens étymologique du terme. Et ensuite, radical, je dirais, c'est pour renvoyer aussi à une certaine pratique de l'utopie, qui ne serait pas seulement une théorie, mais qui serait une pratique où l'utopie serait utopique parce qu'elle est mise en mouvement, parce qu'elle est mise en action. Et de fait, c'est un livre qui parle de fiction, mais qui, je pense, parle aussi d'action politique. Et le mot radical renvoyait aussi à cette pratique de l'utopie, en fait. Le côté non-lieu, moi, ça me fait réagir sur aussi... reprends-moi si c'est pas une bonne lecture de cette idée, mais comme l'idée aussi qu'il faut se rappeler qu'on est en train d'imaginer, en fait, et qu'on n'est pas en train de créer un programme à appliquer, quelque chose qui devrait être... c'est pas le Shift Project, tu vois, qui est très concret sur quelle transformation précise pour arriver à quel résultat, en combien de temps, etc. Mais que justement, le lieu de l'imaginaire, de la SF, mais aussi en fait de la fiction en général, c'est le lieu où on peut se permettre en fait de s'affranchir du réel et puis d'aller penser plus loin. J'ai bon si je lis ça comme ça? Tout à fait, c'est ça. Ok. Ouais. Le sous-titre du livre, c'est « Par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines ». Quand on imagine des cabanes et des ruines, le premier réflexe, c'est pas d'imaginer que ce soit utopique. Donc, je comprends ça comme une manière de dépasser une forme de souhait, on va dire, de repartir à zéro en disant si on est dans un monde post-apocalyptique, il peut avoir du bon, etc. Mais alors, c'est quoi l'imaginaire des cabanes et des ruines et pourquoi il faudrait pas s'en contenter ou pourquoi il faudrait pas prendre racine dans cet imaginaire-là et imaginer autre chose? Il y a plusieurs choses en fait dans ce sous-titre. C'est dans le champ de la fiction. Dans le champ de la fiction, en effet, on trouve beaucoup, si bien que c'est devenu des images quasiment réelles, tant elles ont été répétées, qu'on court vers la fin du monde et qu'il va bien falloir se préparer à survivre. Et de fait, on va vivre dans des cabanes au milieu de ruines. Et ça, c'est beaucoup d'images de SF, mais pléthore. De Ready Player One à Je suis une légende, etc., où on survit tant bien que mal dans des villes de briquet de broc ou dans des campagnes dévastées, etc. Donc c'était contre cet imaginaire qui se présente comme étant inéluctable. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est notre futur et que le futur, c'est ce qui va être. C'est pas impossible, c'est impossible, ça va être. Et comment on peut sortir de cette inéluctabilité, de ce conformisme aussi des images du futur, parce que d'un côté, on a la ville technologisée, mais dans ce même monde, on pourrait très bien imaginer les cabanes et les ruines, comme c'est le cas dans Elysium, par exemple. Vous avez montré des images dans le dernier épisode, où il y en a qui vivent dans des cabanes et des ruines sur Terre, pendant que les autres sont dans des villes aseptisées en orbite autour de la planète. Donc dans le champ de l'imaginaire, c'était une critique de cet imaginaire prépondérant et assez homogénéifiant, je trouve. Donc c'était une invitation à penser au-delà de cet imaginaire-là. Et aussi dans le champ plus théorique et de la recherche, il y a une recrudescence, je trouvais, il y a quelques années, là, d'un imaginaire de l'utopie réaliste ou réalisable qui allait se satisfaire de peu, de créer des enclaves dans le monde du néolibéralisme, etc., des enclaves qui résistent, donc des cabanes qui se dresseraient au milieu des ruines dans des zones concédées plus ou moins violemment pour créer des alternatives, en fait, des mondes alternatifs. Des sortes de ZAD. Ouais. Donc c'est des luttes qui sont évidemment extrêmement important, justifié et nécessaire, c'est-à-dire que des cabanes, parfois, c'est des questions de vie ou de mort. Le fait de construire des cabanes au milieu des ruines, c'est vraiment, que ce soit pour les populations migrantes, comme tu disais les ZAD, là-dessus, on est bien d'accord, mais c'était sur l'imaginaire de l'utopie attachée à ces instants et à ces moments de lutte, instants ou moments qui soient pérennes ou non, d'ailleurs, c'est pas trop la question, mais c'était le fait d'attacher le mot utopie réalisée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de détricoter le lien entre utopie et réalisme pour déjà retrouver ce que je disais tout à l'heure, sa radicalité via la fiction, donc remettre de la fiction dans l'utopie. Par là, on pourrait trouver une nouvelle puissance utopique et politique, et pas seulement se dire que pour légitimer
une utopie, pour légitimer une pensée de l'alternative, il faudrait qu'elle soit réaliste. Et pour que cette utopie soit réaliste, bien évidemment, souvent, on n'a pas les moyens d'Elon Musk, donc on construit des cabanes et on essaye de lutter avec les moyens du bord face à des ordres policiers, etc., etc. Donc c'était vraiment détricoter les différents termes entre possible, alternative, utopie, et moi, après, je parle plutôt des impossibles. Essayer de revendiquer une puissance politique des impossibles. Voilà, pour ne pas réduire la puissance de l'utopie à l'alternative, en fait. Alternative qui est nécessaire, bien évidemment, mais d'un point de vue imaginaire et d'un point de vue politique, on peut très bien agir pour des alternatives et imaginer des utopies. Et bien souvent, ça va ensemble. Une des choses que je trouve particulièrement spectaculaire dans ton Utopie radicale, en moins de 150 pages, c'est que tu démontres, en fait, à quel point, autour de cette notion d'utopie, qui a été discréditée, en fait, qui a été même balayée d'un revers de main dans le langage courant, en disant non, mais c'est complètement utopique, tu vois. Que, en fait, il y a des enjeux politiques et d'histoire culturelle et d'histoire des idées qui sont extrêmement forts, et que tu reparcours ça donc de façon assez allègre, en montrant que beaucoup de ces scories, de ces queues de comètes qui entourent l'utopie sont tout sauf neutres, et qu'il y a vraiment eu un travail pour dire bon, l'utopie c'est du rêve, c'est irréaliste, ça d'un premier temps, et qu'ensuite il y a eu un travail beaucoup plus anti-utopique, quasiment, en disant non mais l'utopie ça mène de toute façon au totalitarisme, et que là il y a eu tout un travail qui a été précieux, ce que tu montres, utile, indispensable, voire, mais qui ensuite a permis en fait d'ouvrir une espèce de boulevard pour venir oublier la racine, justement, créatrice de l'utopie. Et j'ai trouvé que la façon dont tu montres à quel point il y a des dystopies, en fait, qui ont été, je crois que tu les appelles des dystopies critiques, en fait, qui sont particulièrement précieuses, et d'autres dystopies qui sont, en fait, de l'exploitation culturelle. Et je trouvais qu'on arrivait à ce moment de bascule, ce que vous rappeliez tous les deux au début, c'est que là, on semble être passé dans une phase un peu de digestion, c'est-à-dire quand effectivement l'utopie se retrouve dans des publicités, c'est qu'elle fait plus peur à personne, qu'il n'y a plus aucun risque, quoi. C'est tranquille. Alors c'est pour ça que je voulais refaire peur en mettant le mot radical derrière. Alors qu'effectivement, il y a une histoire qui est une histoire assez... oui, il y a des combats autour de cette notion, et je trouvais que c'était important que tu nous rappelles en fait que voilà, il y a les dystopies, elles ont une utilité profonde, mais à un moment donné, elles ont rempli leur mission en quelque sorte par rapport à ce qu'on cherche, à ce qu'on veut, et qui sont pas juste effectivement des lendemains qui chantent avec des biscuits de bonne qualité au milieu des champs. Je voulais exprimer que c'était particulièrement captivant en fait d'avoir cette vision condensée en fait qui nous montre qu'il y a de l'historicité en fait tout le long dans ce mécanisme de production d'idées, et qu'on est peut-être aujourd'hui à une forme de tournant, alors un tournant qui s'est amorcé et que tu nous décris par ailleurs, mais qui ouvre effectivement aujourd'hui une porte de possible, mais dont on ne sait pas trop comment s'y prendre en réalité. Merci pour tes gentils mots. C'est le travail de Miguel Abensour, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'utopie. Notamment, il a écrit de Thomas More à Walter Benjamin, L'homme est un animal utopique, etc. Enfin, il a écrit toute une série d'essais, d'articles sur cette question, et qui montrent bien tous les enjeux autour de la notion d'utopie et le danger de l'anti-utopisme, en fait, qui guette toujours, et de droite et de gauche, c'est-à-dire d'ailes conservatrices comme autant que révolutionnaires, pour différentes raisons. C'est-à-dire que oui, d'un côté, on va dire l'utopie, c'est le terreau du totalitarisme, etc. Et de l'autre, on va plutôt dire c'est irréaliste. Et souvent les deux, d'ailleurs, se mélangent. Et quant à la dystopie critique, c'est un concept qu'a forgé Tom Moylan, qui a écrit un essai qui est malheureusement pas traduit en français, mais qui s'appelle Demand the Impossible, donc ce titre merveilleux, et donc voilà, qui montre comment on peut, dans les dystopies, construire un discours critique, de la même façon qu'il parle aussi d'utopie critique, qui dépasse les utopies classiques du type Thomas More,
par le fait que ce sont des utopies conscientes d'elles-mêmes et qui justement travaillent leurs ambiguïtés, travaillent leurs paradoxes, etc. Donc on va trouver Ursula Le Guin, bien entendu, Iain M. Banks et plein d'autres, mais voilà, donc il a forgé ces deux termes, utopie critique et dystopie critique. Dystopie critique, ça montre des mondes desquels on peut s'échapper, c'est-à-dire que contrairement à 1984, par exemple, de George Orwell, qui va être une utopie classique, à la fin, Big Brother gagne, 2 + 2 = 5, et puis c'est terminé, pas de révolution, pas d'émancipation possible. Dans les dystopies critiques, on sent qu'il y a une troupe de personnages qui va pouvoir mettre à bas un État ou une multinationale terrible, etc. C'est des philosophes, des chercheurs qui m'ont aussi beaucoup inspiré dans mon travail. Alors, j'en profite pour faire cette petite parenthèse parce que tu la cites de façon très significative dans Utopie radicale et tu viens de la mentionner, c'est effectivement Ursula Le Guin, et de rappeler en fait par rapport à notre thématique générale de Planète B, de science-fiction et politique, et par rapport à la question de l'utopie radicale en particulier, l'extrême importance en fait des dépossédés. Quand les dépossédés sont publiés en 1974, donc 5 ans après La main gauche de la nuit, qui a déjà été célébré et couronné dans le milieu scientifique, qui a eu le prix Hugo, le plus prestigieux des prix de lecteurs, de fans, Les dépossédés est tout de suite sous-titré Une utopie ambiguë. C'est assez extraordinaire d'avoir à la fois trouvé ça et de l'avoir osé. Justement, c'est une utopie ouverte, c'est une confrontation pacifique, globalement, de modes de vie qui sont non manichéens. D'un côté, il y a les impasses du féodalisme, du capitalisme, de la consommation à tout prix, de la domination sous toutes ses formes. Mais, en contrepartie, il y a les difficultés concrètes de l'utopie qui est toujours à construire, avec des doutes, avec des incertitudes, avec des vraies faiblesses, avec des failles, certaines pas du tout symboliques. Et il y a vraiment un mur qui est toujours à éprouver, à fissurer. Et tu rappelles que effectivement, Les dépossédés commencent par une scène de mur, en fait, et de murs qui semblent tout aveuglés et duquel il va falloir trouver le moyen de s'échapper et d'inventer quelque chose. Alors, Les dépossédés, maintenant, c'était il y a presque 50 ans, mais il y a eu un retentissement absolument colossal, en dépit, ou peut-être grâce à une certaine aridité romanesque que tu soulignes d'ailleurs, mais c'est vrai. C'est peut-être cohérent avec l'aridité des conditions matérielles et géographiques où se situe l'utopie étudiée. C'est aussi une sérieuse, très sérieuse ouverture aux sciences sociales et politiques. Et il est possible qu'en 1974, ça a été peut-être les lettres de noblesse, dans une large mesure, de la science-fiction en tant que telle. Parce que Ursula Le Guin, aujourd'hui, est effectivement unanimement respectée. On a parlé d'elle toujours trop tard pour un prix Nobel. Mais au moment où paraissent Les dépossédés, elle écrit de la science-fiction et même le gros de sa production à cette époque-là, c'est de la fantaisie, c'est terre-mer. C'est une époque où on dirait, mais ça, c'est pour les enfants. Alors que, évidemment, pas du tout. Que les enjeux de terre-mer et de cette fantaisie-là sont vraiment intéressants. Mais donc, c'est une étape que je trouve, et je rejoins complètement ce que tu dis, qui est assez essentielle, en fait, dans cette réappropriation intelligente et performative, en fait, de la notion d'utopie. Et puis, c'est un livre qui, bizarrement, il reste aride aujourd'hui, mais il n'a pas vraiment vieilli. Il reste extraordinairement actuel, ce qui est à la fois bien et un peu triste. Là où ça me fait réagir, pour rebondir sur l'exemple que tu prends avec Les dépossédés, c'est qu'en fait, on a du mal, et c'est quelque chose que tu rappelles aussi dans Utopie radicale, mais on a du mal à imaginer en fait une esthétique, pas seulement une esthétique, mais en fait les fondements d'un genre qui soit un genre utopique, peut-être utopique radical, et qui soit non naïf. C'est ce que tu cites Frédéric Jameson qui dit c'est la crise esthétique de l'utopie. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer ça, quand on pense à utopie, on pense à un genre, et encore, on n'est pas forcément capable d'en citer tant que ça. Alors que quand on pense dystopie, il y a des sous-genres à n'en plus pouvoir, on peut les sous-classifier avec une ramification presque aussi complexe que les sous-genres de métal. Et on se retrouve en fait avec presque un manque de matériaux, un manque de motifs, de récits, d'images, un peu aussi de clichés et de poncifs, alors que la dystopie peut-être s'auto-entretient et perd cette force critique très souvent, et s'auto-entretient elle-même, puisque du cyberpunk aujourd'hui on peut en faire à la chaîne, du post-apo aussi, etc., du space opéra aussi, c'est pas forcément dystopique d'ailleurs, loin de là. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que tu en penses de cette crise esthétique de l'utopie ? Et puis, est-ce que toi, tu as en plus de Ursula Le Guin, des œuvres phares qui t'ont marqué, dont tu voudrais parler en tant qu'utopie ?
J'ai pas la recette miracle pour écrire une utopie radicale. Mais du moins, j'ai essayé dans ce livre d'en tirer quelques grands principes. Le plus important étant quand même une utopie utopique pour toutes et tous. Pas de riches, pas de pauvres, pas de domination, etc., etc. Mais je pense que c'est une question de forme autant que de contenu. Et souvent, comme on en parlait plus tôt, c'est la question du contenu qui prime quand on pense à l'utopie. De la même façon qu'on pense à une dystopie, on pense au contenu. C'est-à-dire que, par exemple, telle dystopie va s'intéresser va mettre en lumière la question des réseaux sociaux, comme dans Black Mirror, l'aliénation, etc. Telle autre va mettre en lumière la question de la réécriture de l'histoire, comme dans 1984, etc. On a des thèmes. Et l'utopie, on se dit, faudrait qu'on se concentre sur le contenu de cette société qui serait mieux, qui serait bonne. Or, il y a, je crois, et c'est là où c'est plus compliqué, et c'est là où ça demande un effort d'imagination plus dur que la dystopie, c'est qu'on doit aussi inventer une forme qui serve ce nouveau contenu. Une forme qui soit aussi radicalement neuve. Et Thomas More, c'est ce qu'il a fait. Il a mélangé un traité politique avec de la fiction. Et il y a vraiment tout un processus, une méthode, un état d'esprit dans l'utopie qui n'est pas seulement le portrait de la meilleure société, mais qui est aussi, en fait, on oublie souvent la première partie du livre où c'est des amis qui discutent, etc. Et qui vont du coup, la discussion nous amenant peu à peu à la découverte de cette île inconnue. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la forme et de la forme narrative, autant que celle du contenu qu'on voudrait mettre en avant en écrivant une utopie. Je pense aussi qu'écrire des dystopies, en effet, c'est beaucoup plus simple, comme le dit Jameson, parce que c'est une extrapolation finalement assez moindre du réel dans lequel on est. Or, et si on ne veut pas tomber dans de l'utopie colchique dans les prés, assez passéiste, assez âge d'or, etc., inventer une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle culture, etc., ça demande un effort imaginatif beaucoup plus audacieux. Quel moyen faire pour réveiller ses neurones et se donner du cœur à l'ouvrage pour oser créer ces nouveaux mondes. Ça, j'ai pas la potion magique, mais je pense que c'est ce qui est nécessaire et ce dont on a besoin. Parce que même dans Les Dépossédés, qui semblent assez arides comme ça, il y a quand même un dispositif narratif. Enfin, il y a cette histoire de mur qui est une magnifique métaphore de tous les enjeux du livre presque et de l'ensible qu'elle va créer, etc. Donc la science-fiction a quand même pas mal d'outils pour arriver à casser les murs. Enfin, c'est son job d'inventer des objets, des langues, des extraterrestres, des mutants, que sais-je, qui permettent de déborder les cadres. Je pense que c'est vraiment une question d'audace et de souci pour le monde, parce que l'utopie, c'est pas le rêve que j'aurais pour moi-même, c'est évidemment un rêve pour le collectif, et du coup, on est bien soucieux de ce qui se passe autour de nous pour avoir envie d'imaginer que ce soit autrement. Donc l'utopie est critique d'emblée. L'utopie est toujours réaliste, parce qu'elle, même si elle est complètement frivole, elle nous parle à nous, elle part toujours d'un lieu, que ce soit l'Angleterre de Thomas More ou nous ici aujourd'hui, mais voilà, donc elle est toujours finalement réaliste, même si elle semble raconter n'importe quoi. Mais oui, il y a une crise esthétique, mais parce que je pense qu'on prend aussi les chemins de facilité et que, comme il disait Miguel Abinsour, c'est autant des catastrophes qu'on a un besoin d'utopie. En fait, plus le monde est terrible, plus on a besoin d'utopie. Donc, vu l'état du monde actuel, je suis sûre que pas mal d'utopies vont fleurir et auront la capacité à dépasser des images convenues et à imaginer autre chose qu'un retour au passé, quoi. Je sais que tu es spécialiste de Banks. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Est-ce que c'est utopique ou pas, Banks ? C'est à partir, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse en philosophie politique. C'était pas gagné sur cet auteur qui a eu la bonne idée d'écrire du space opéra. Donc aller vendre ce sujet de thèse, c'était assez chouette, mais j'ai eu la chance d'être soutenue à fond par mon directeur de thèse, Étienne Tassin, et par le laboratoire. Et donc, c'est à partir de son œuvre, Le cycle de la culture, que j'ai forgé ce concept d'utopie radicale. Donc, c'était vraiment la conclusion de ma thèse. Et en effet, j'ai trouvé, avec cette œuvre, cette force politique du par-delà. C'est comment penser la politique
avec force et conviction à partir d'une œuvre qui nous parle d'extraterrestres, d'intelligence artificielle complètement folle et merveilleuse, mais aussi qui aime bien faire des blagues à ces pauvres créatures que sont les humanoïdes. Enfin, j'ai trouvé dans cette œuvre, qui est quand même assez imposante, des traits qui permettaient de repolitiser l'utopie, comme on le disait au départ. C'est-à-dire, c'est pas du tout le rêve de la Smart City, c'est pas non plus le rêve des cabanes, etc. C'est vraiment, il y a une envergure dans cette œuvre. C'est ça aussi peut-être un des sens de ce utopie radicale, c'est la question de l'envergure et d'essayer de penser large, parce qu'on a tendance à vouloir penser au niveau d'une petite communauté restreinte, etc. Alors, dans l'action, c'est souvent très utile et nécessaire de le faire à cette échelle-là, mais du point de vue de l'imaginaire, et c'est là où c'est fantastique la science-fiction, c'est de pouvoir penser des choses sur des échelles géantes, que ce soit des échelles temporelles, spatiales, dans la civilisation que Banks imagine, qui s'appelle donc la culture. Ils sont, je ne sais plus combien de trilliards d'habitants et d'habitantes, et il n'y a pas de problème majeur. Du coup, c'est la magie de la SF, c'est aussi de nous permettre de penser l'envergure. Et je pense qu'on en a un peu besoin aujourd'hui, parce que d'autant les frontières se referment, les murs se resserrent, etc. On a besoin un peu de penser large, surtout dans un monde globalisé. Et voilà, Banks, il utilise beaucoup d'outils et du space opéra et de la tradition utopique. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de technologies complètement folles, etc. Et ce que j'ai trouvé génial dans cette œuvre, c'est à quel point il arrive à déplacer les problèmes de la science-fiction ou de l'utopie, ou même les problèmes politiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas se demander comment on arrive en utopie, mais il va plutôt nous montrer, prenez cette utopie et regardez comment elle fonctionne. Donc il y a aussi autre chose. Il va prendre la question des intelligences artificielles, qui est une question super importante aujourd'hui, etc. Mais il va en faire des personnages complètement bienveillant, il va complètement déjouer l'histoire des robots dans la SF, etc. C'est juste des super ordinateurs qui sont tellement intelligents qu'on ne comprend pas trop ce qu'elles farfouillent la majorité du temps, et de temps en temps, elles veulent bien s'occuper des poubelles et des humains, et puis les transporter d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais du coup, voilà, à chaque fois, il déplace les problèmes, et du coup, il nous permet de nous poser d'autres questions, et des questions qu'on ne peut pas se poser en dehors de ces hypothèses qu'il pose à la base. Et puis, on parlait de la forme. Banks, au fil de ses romans, voilà, il a essayé plein de formes narratives différentes, avec des personnages vraiment profonds, géniaux, etc. Donc, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas que du contenu, il y a aussi la forme qui importe. Et bien sûr, prendre ce genre qui est le space opéra, qui est quand même super conservateur, avec des super musclores conquistadors qui vont sauver les donzelles en danger, etc. Là, il balaye tout ça. Enfin, c'est vraiment radical, etc. Il y a un côté complètement antinomique, en fait, à essayer de faire de la science-fiction réaliste, en fait, et se donner le réalisme comme contrainte. Ça paraît absurde, en fait. En t'entendant parler, ça paraît d'autant plus absurde. En fait, ça n'a absolument pas à être réaliste. Bien au contraire, sinon, à quoi bon faire de la science-fiction ? Je pense que c'est un peu plus... c'est un des pouvoirs aussi de la SF, c'est de faire des choses, de présenter des choses irréalisables comme étant réalistes. Donc pour le côté science de la science-fiction, et du coup de permettre de penser des enjeux qui sont plausibles, etc. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de dire que c'est pas forcément un mode d'emploi, c'est pas une recette qu'on va appliquer, et ça, merveilleux, par magie, on va arriver dans ce monde qui est bon, de l'utopie. Du coup, c'est réaliste, mais ça frôle avec les impossibles. Je verrais plutôt ça dans ce sens-là. Et pour moi, ça suffit à légitimer la puissance politique de ces œuvres, hein, qu'elles soient d'ailleurs conservatrices ou plutôt révolutionnaires. Il y a toujours une part de réalisme, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut se dire « Ah, c'est génial, cette intelligence artificielle, on va essayer de la créer dans le réel ». C'est pas forcément le rôle de l'ASF d'inventer des trucs qui doivent passer à tout prix dans le réel, mais du moins, ça nous ouvre les horizons et on arrive à se projeter autrement dans notre réalité à nous. Parmi les carburants en fait que tu travailles en fait dans Utopie radicale pour justement
ressourcer ou alimenter en fait cet imaginaire plus ambitieux et cet imaginaire qui arrive à produire en fait de nouvelles utopies sans que ça soit effectivement dans cette visée assez corporate qu'on parlait au début, bien au contraire. Tu mentionnes les luttes en fait. Tu dis pour penser nos propres et nombreuses luttes actuelles, il faut refaçonner et troubler nos imaginaires de ces luttes. Ce n'est pas le destin des luttes pour l'émancipation de dégénérer. Et ce n'est peut-être d'ailleurs pas en ces termes qu'il convient de regarder et lire ces luttes. Alors là, il y a un travail effectivement qui est autour de la malédiction de l'émancipation. Et tu mentionnais tout à l'heure Miguel Abensour, enfin donc on le retrouve. Mais j'ai beaucoup aimé en fait cette façon de dire il y a aussi un carburant qui existe, mais il faut y mettre du souffle et de la puissance. Sinon, effectivement, ce sera l'imaginaire des cabanes et des ruines qui est utile, voire indispensable, mais pas suffisant. Et je voulais mentionner, en fait, juste quelques œuvres qui me semblent très représentatives de cette volonté d'ancrage d'une utopie à construire, mais dans de la lutte. C'est Résolution de l'ICAM, qui est paru en 2019. C'est une expérience très concrète, sous cloche, presque, pourrait-on dire, qui est conduite dans un contexte d'effondrement écologique. C'est Ariel Kirou, qui est toujours aussi pénétrant, qui soulignait que l'on y réinvente deux concepts cruciaux de l'anarchisme. D'une part, le sens de la communauté, d'autre part, la solidarité qui en décline la vérité opérationnelle. Et il y a vraiment, dans Résolution, un détournement, un retournement du fantasme extraterritorial des milliardaires, qui, justement, et des fraudeurs fiscaux, qui aiment bien se dire, nous, on va faire notre truc dans notre coin. Et en fait, dans Résolution, c'est un projet soutenu par l'Union européenne pour explorer, en fait, une voie utopique de façon très concrète, cette fois, alors très réaliste, pour reprendre ce mot, effectivement, extrêmement galvaudé. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté qui est la postérité des dépossédés, c'est-à-dire de conduire une expérience salutaire sous conditions et avec des écueils qu'on ne cherche pas à se voiler, en disant évidemment ça se fait pas en claquant des doigts. Et dans une veine proche, Les Déliés de Sandrine Roudot, qui est paru en 2020, qui est aussi une nouvelle utopie très largement ambiguë, mais qui est inscrite dans les luttes quotidiennes d'aujourd'hui. Les protagonistes principales forment un groupe d'amis en fait qui se sont connus dans une manifestation-occupation au long cours du type Nuit debout. Et c'est ensuite dans la conscience aiguë de ce qui cloche dans nos sociétés numériques que va s'élaborer quelque chose, et au prix d'un détour paradoxal. Et là, évidemment, on va penser à Banks comme ligne de fuite, parce qu'il y a un détour par la dictature de l'intelligence artificielle, qui, pendant un certain temps, va devoir prendre des mesures qui sont pas populaires, pas acceptées, mais indispensables, pour pouvoir effectivement se débarrasser d'un certain nombre de tics, en fait, qui sont un peu plus que des tics. Bien sûr, c'est une fusion de fiction et littérature d'idées. Ça a ses origines dans un essai. Sandrine Roudot, elle a écrit un essai qui s'appelait « L'utopie mode d'emploi » en 2014. Mais c'est bien les racines de l'expérience de pensée. Et même si c'est peut-être pas un chef-d'œuvre littéraire en soi, il y a un vrai travail pour en faire une lecture passionnante qui fait réfléchir, avec un détour du côté du pouvoir du langage, de la capacité à nommer. On va retrouver Ursula Le Guin par ce détour-là. Et je trouve que c'est intéressant, de même quand Sabrina Calvo, dans Toxoplasma à Montréal, Melmoth Furieux à Belleville, et Maraude qui va avec, ce sont des constructions utopiques concrètes, imparfaites, inachevées, mais qui sont en mouvement, qui jaillissent d'une lutte au quotidien, et qui sont en mouvement. Et j'avais le sentiment qu'une des choses que tu insuffles dans Utopie radicale, c'est de dire l'utopie, c'est pas une stase, c'est pas un état achevé, c'est un chemin. Et que là, il y a une vraie beauté artistique, culturelle à essayer de construire ces chemins. Et voilà, donc je trouve que Utopie radicale nous donne de la puissance. Où ça me fait rebondir, où je voudrais revenir, c'est on en parlait tout à l'heure rapidement, tu le citais un petit peu, et c'est aussi lié avec les œuvres que tu cites, c'est la manière qu'on peut avoir d'essayer d'imaginer de nouvelles formes de narration, des nouvelles manières de raconter des histoires. Alors, tu le mentionnais, il faut déjà essayer de raconter de bonnes histoires, c'est sans doute pas mal comme premier prérequis, et c'est loin d'être facile. Mais ensuite, est-ce qu'il y aurait de nouvelles formes de narration, de nouvelles formes littéraires ou cinématographiques ou vidéoludiques? Alors après, il faudrait faire des émissions entières sur chacun de ces sujets. Mais est-ce que toi, tu vois déjà, peut-être dans la littérature particulièrement ou autre, des manières de raconter qui seraient différentes et qui te paraîtraient plus en mouvement, plus
plus utopiques. Moi, je pense par exemple à Subtil Béton du collectif Les Agglomérés, alors dont l'univers est dystopique, c'est une France d'extrême droite qui a très mal tourné, etc., mais dans lequel on peut déceler une espèce de mouvement quand même utopique avec une manière d'écrire où chacun des personnages démasculinise la langue, se l'approprie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Encore une fois, je ne sais pas si je pourrais faire une liste des procédés narratifs qui conviendraient de mettre en place, mais je sais que, par exemple, ce que je peux répondre, c'est qu'il y a deux axes, moi, qui m'ont accompagné pour présenter cette utopie radicale. C'est d'un côté la question de l'altérité et de l'autre la question du conflit. Et ces deux axes, j'en ai fait des piliers vraiment pour penser l'utopie. Or, on pourrait se dire l'utopie, non, c'est plutôt une société homogène, unifiée, etc. Certes, c'est l'autre du réel, mais sinon, la question de l'altérité en son sein n'est pas franchement posée. Et pareil, la question du conflit, bien sûr que non, pas de conflit en utopie. Elle est en conflit avec nous, mais en son sein, pas de conflit. Et notamment avec l'aide de Tom Moylan et Miguel Abinsour, j'ai essayé de montrer comment l'utopie, au contraire, était traversée par ces deux questions que sont l'altérité et le conflit. Et les posant, les gardant à l'esprit tout le temps, de la même façon que tout le temps, il faut se garder à l'esprit la question critique et la question de la création. Qu'est-ce qu'on invente de nouveau et qu'est-ce qu'on critique, d'où on part et vers où on va. Je pense que ça peut permettre de trouver des façons autres de raconter, que ce soit sur la langue elle-même, sur l'usage des mots. En effet, on va peut-être changer de vocabulaire, on va arrêter de parler de la taille des fusées et des champignons atomiques, on va changer de vocabulaire, que sais-je. Mais de garder à l'esprit comment tout le temps, à chaque instant, garder ce regard sur l'altérité, donc s'ouvrir, et en même temps garder une notion de conflit. Donc le conflit, c'est pas forcément la guerre armée, mais c'est quelque chose qui va poser problème, qui va entrer en résonance et qu'on va essayer de résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais le conflit, c'est dans la littérature, mais c'est aussi bien entendu un terme politique. Et je pense qu'en se posant ces questions, quand on a l'ambition d'écrire un texte utopique, ça peut permettre d'essayer de continuer à faire un texte ouvert, un texte qui montre une utopie en train de se faire, qui montre donc une utopie pensée du côté de l'action aussi, pas seulement de l'idéal, pas seulement de cet ailleurs meilleur qu'on va un jour atteindre, etc., mais vraiment du côté de la pratique. Ce rapport politique, moi, c'est vraiment une citation d'Hannah Arendt que je trouve géniale, où elle parle justement de l'action politique, où elle dit que l'imagination joue un rôle immense dans l'action politique. Si on n'a pas d'imagination, on n'est pas capable d'agir, en fait. Les deux vont ensemble. Parce que ce qui nous pousse à l'action, c'est le fait d'imaginer que ça pourrait être autrement. Et elle dit, l'acteur politique se dit « le soleil brille quand il pleut des hallebardes ». Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'utopie pensée du côté de l'action. Je trouve qu'il y a deux excellents exemples qui illustrent en fait ce que tu dis là. L'un, en fait, Antoine, dans ton ouvrage sur la route du contrevent d'Alain Damasio, tu le mentionnais, qui est non pas l'acceptation, mais presque la recherche en fait du conflit au sens du dissensus, c'est-à-dire pas de l'affrontement armé, mais du fait que on n'est pas d'accord. Il y a des véritables points de vue pluriels. Et il n'est pas question de dire celui a mieux, celui a truc. C'est simplement dans leur frottement, dans leur friction, il y a quelque chose qui naît, qui crée du mouvement et qui crée effectivement du ferment utopique. On le voit chez Alain Damasio, on le voit chez Kim Stanley Robinson, qui sont deux auteurs, parmi d'autres, mais qui sont deux auteurs qui n'hésitent pas à mettre en scène justement le dissensus, la discussion, pas uniquement la péripétie, mais bien l'affrontement plus ou moins pacifique, mais d'opinions qui divergent. Et que de ça naît quelque chose qui nous rapproche en fait de ce chemin utopique en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que vous le rappelez tous les deux et Utopie radicale nous le montre. Il y a vraiment un enjeu artistique pour que l'utopie radicale produise tous ses effets. Mais dans cet enjeu artistique, rien ne sert en fait d'être effarouché par le fait qu'il faut qu'il y ait des opinions, des volontés qui s'affrontent, qui discutent, qui produisent en fait de la friction. Et qu'effectivement, le consensus mou, c'est la mort de l'utopie, en fait. Mais on parlait d'une façon de raconter une histoire utopique, c'est
chez Banks, par exemple, rien que le fait de prendre comme personnage principal un ennemi de l'utopie. Du coup, là, on crée du conflit, puisqu'on va avoir des points de vue qui s'affrontent et on crée du dehors. C'est-à-dire que l'utopie ne serait pas un dedans complètement fermé, etc. Mais non, il y a du dehors. Et en fait, chez Banks, c'est là où il est très fort aussi, c'est qu'il arrive à imaginer qu'il n'y a même plus de dedans-dehors, en fait. L'utopie de la culture part du principe que tout le monde fait partie de la culture, mais qu'il y en a certains qui ne savent pas encore, etc. Du coup, il y a vraiment cette notion de conflit et d'altérité qui entre en jeu dans la narration même. Qui parle? Est-ce que c'est des voix plurielles? Est-ce que, au contraire, c'est un narrateur omniscient, etc. Enfin, voilà, des questions de forme, quoi, qui peuvent porter ce message d'utopie. Et avec une vraie honnêteté narrative, c'est-à-dire que Bora Horza-Gobuchul, ce personnage, n'est pas un anti-héros chargé de porter avec ironie la voix de celui qui se trompe. C'est quelqu'un qui, vraisemblablement, se trompe, mais il se trompe avec sincérité, avec honnêteté, et il est assez convaincant. C'est-à-dire que quand on le suit, et que ses auto-justifications sur pourquoi la culture, c'est le mal, en fait, pendant un certain temps, on l'entend. Et ça, je trouve que c'est un art extrême de romancier, en fait, d'arriver à rendre plausible, attrayant, intéressant en tout cas, le point de vue adverse, qui est celui des opposants à la culture, d'un opposant acharné à la culture. D'un anti-utopiste. Ouais, c'est quand même un vrai tour de force, quoi. Juste un mot aussi pour revenir sur Subtil Béton, parce que ça fait aussi écho à ça et à la manière qu'il peut y avoir de fabriquer des récits, et notamment dystopique, mais avec peut-être un mouvement utopique, un élan utopique à l'intérieur. C'est vraiment une parenthèse, mais on peut peut-être y voir aussi une manière. C'est un bouquin qui a été écrit à plus de, je crois, entre 5 et... Enfin, je ne sais plus combien d'auteuristes principaux. En tout, 80 à peu près personnes dans un collectif large qui comprend l'intégralité de ce qui a permis à la fin d'aboutir à ce roman. Ça, on peut imaginer que des dissensus, etc., sur plus de 15 ans d'écriture de ce roman, on peut imaginer qu'il y en a eu sans doute de nombreux et qu'en bout de course, on a quand même un beau roman. Et donc, j'imagine que c'est peut-être une forme aussi de créer de manière différente, en sortant de la figure aussi de l'écrivain monolithique qui a son idée, qui jaillit, et puis qui est... Donc voilà, je voulais le citer parce que ça me semblait aussi intéressant. En guise peut-être de début de conclusion, il y a un angle mort, j'ai l'impression, dans notre discussion, mais qui n'est pas un angle mort de ton livre, c'est la question de la réception par le public, en fait. Et pour ça, on peut faire un petit crochet pour s'en rendre compte. Alors, il y a Anne Besson dans son super bouquin Les pouvoirs de l'enchantement qui en parle également, ce que tu appelais la dystopie critique, et en l'occurrence l'exemple que tu prends que je trouve génial, qui est Squid Game. Donc série Netflix, série coréenne ultra violente de mise en compétition de personnes surendettées pour atteindre un pactole au prix de leur vie pour pratiquement tous, sauf un à la fin. L'intérêt en fait de cette série, c'est vraiment de critiquer, donc c'est vraiment c'est une dystopie critique très classique, dont tu ne remets pas en cause le propos, puisque le propos est très clair, et très compréhensible et bien fait d'ailleurs. Enfin, la série se regarde bien et moi je la trouve vraiment chouette. Mais tu pointes en fait plutôt le fait que, à l'issue de la série et par le succès énorme qu'elle a eu, Netflix, qui par ailleurs se trouve dans des difficultés croissantes à cause de la concurrence, met en scène carrément un jeu télé qui va être sous la forme d'une télé-réalité avec une somme astronomique à gagner, je crois de 4,5 millions de dollars ou un truc comme ça à la fin, et qui va être donc un jeu où les gens ne vont pas mourir pour de vrai, parce que peut-être parce qu'on n'en est pas là ou parce qu'ils n'ont pas le droit, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, un jeu dans lequel les gens seront éliminés en mode télé-réalité et à la fin, quelqu'un va gagner. Donc en fait, ils font exactement ce que critiquait initialement la série, et pourtant ce jeu télé, qui n'est pas encore sorti, a déjà de bons échos, et on peut s'attendre à ce qu'il fasse un carton d'audience, un peu comme la série, en tout cas qui surfe sur cette série. Donc du coup, ma question, en passant par les dystopies critiques, mais aussi en revenant à l'utopie, c'est que on n'a pas seulement des œuvres qui nous seraient présentées par des gens qui seraient capables de nous donner un message de manière parfaitement limpide comme ça, c'est aussi retamisé par la réception du public, en fait. Et des œuvres, y compris parfaitement claires et limpides, comme Squid Game, où franchement le message n'est pas compliqué à comprendre, peuvent être complètement inaudibles et rendues complètement inopérantes aussi politiquement. Et en fait, on compte des exemples de ça par dizaines, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, et qu'est-ce que c'est ton regard là-dessus ? Je pense qu'à partir du moment où on commence à écrire quelque chose, il faut bien se poser la question de la responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus écrire des choses comme si
naïvement, ça n'allait pas faire d'effet une fois publié, une fois sur un écran, etc. Et je pense que cette question de la responsabilité, elle est extrêmement importante. Et du coup, moi, j'en profitais à partir de cette série de se poser la question de il serait peut-être temps justement d'écrire des utopies, puisque les gens semblent si pressés de réaliser ce qu'ils voient à l'écran ou ce qu'ils sont en train de lire. Donc, si on imaginait une révolution merveilleuse presque non violente qui fonctionne, peut-être que c'est ça qu'il faut écrire comme histoire aussi, après ça a ce genre d'effet. Je ne fais pas un appel à prendre les armes, ne m'arrêtez pas, ne m'envoyez pas le FBI. Mais je ne sais pas comment on peut, aujourd'hui où tout va très vite sur les réseaux, les commentaires, dans les cours d'école, on jouait à Squid Game, etc. etc. Je ne sais pas aujourd'hui comment on peut endiguer ce genre d'effet. Enfin, je ne sais pas ce que pense la personne qui a écrit Squid Game du fait de voir sa série passer en télé-réalité, par exemple. Vraiment, quelle mise en abîme somptueuse. Voilà, c'est super le cynisme, mais j'ai pas vraiment encore une fois, de formule magique sur que faire face à ce genre de phénomène. Outre se poser la question soi-même de sa responsabilité quand on écrit une œuvre. Et en même temps, se dire le public va s'en emparer et parfois le comprendre d'une manière très inattendue. On a aussi des trucs assez inoffensifs à la Hunger Games qui sont finalement devenus des symboles de mobilisation sociale dans plein de pays où on a retrouvé les signes de ralliement, etc. De manière assez inattendue parce que le film et les romans de base ne sont pas particulièrement non plus vénères, on va dire. Et pourtant, ça a été repris. Donc en fait, le public finalement peut avoir parfois des réactions inattendues. Mais là où ça le faisait... je suis bien d'accord, et c'est ça le pouvoir de la SF aussi, c'est de proposer des métaphores pour des luttes actuelles, etc. Donc c'est assez facile de se réapproprier des trucs designés pour, Hunger Games, etc. Mais du coup, la question de Squid Game, c'est compliqué, tellement le synopsis est simple, tellement la critique est simple. Et comment on peut l'effacer à ce point-là juste pour se rappeler qu'ils ont des costumes plutôt chouettes qui vont faire bien à la soirée Halloween, quoi. Est-ce que les esprits sont à ce point dystopisés ou qu'on n'est même plus... il va falloir qu'on apprenne à apprécier de l'utopie. Je pense aussi que un des problèmes de Squid Game, par exemple, c'est peut-être que la distance réelle-fiction, pour le coup, est quasiment inexistante. On parle de dystopie, mais en vrai, c'est presque pas de la science-fiction, cette œuvre. Oui. Et du coup, on a... Cette frontière étant invisible, c'est d'autant plus facile de passer d'un monde à l'autre, quoi. Et ça, plus une fin du monde qui nous angoisse et qui est toujours là, à côté de notre tête, à planer au-dessus de nous, plus cet individualisme et cette question du survivalisme tout le monde se pose la question de comment je peux construire un bunker dans mon appart ou chez moi, qu'importe. Mais cette question de la violence et de se préparer à la fight, de se préparer à écraser les autres pour survivre, ce qui est la question dans Squid Game, parce que pour survivre, il faut que les autres meurent. Je pense que c'est un état d'esprit qui est très présent, même qu'on le revendique ou qu'on ne le revendique pas, mais on en est tellement abreuvé, tout nous pousse à penser dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai arrêté de regarder les Walking Dead, par exemple, parce que je commençais à devenir folle. Est-ce qu'il faut habiter au-dessus d'un McDo si jamais les zombies arrivent? Ça m'a complètement plongé dans des trucs de survivalistes où on s'imagine sans aucun problème que les 3/4 de la population mondiale disparaissent et puis le dernier quart se tire dessus pour savoir qui va manger un hamburger. Je l'ai vu aussi, cette mentalité, en faisant des ateliers d'écriture en école d'architecture, où très rapidement, on faisait des travaux de fiction, où les étudiantes et les étudiants devaient mettre leurs objets architecturaux en fiction dans un futur plus ou moins lointain, etc. Et très facilement, tout le monde éradiquait la moitié de la population mondiale.
Et comme ça, c'est plus simple. Mais non, enfin, au contraire, on va se mettre des challenges et on va imaginer qu'on est 17 milliards sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et tant qu'à faire, pensons à quelque chose de plutôt utopique. C'est-à-dire que c'est pas l'enfer, Blade Runner, les images de surpopulation, etc. Non, on va essayer d'imaginer quelque chose d'utopique à partir de cette donnée. Mais sinon, voilà, je trouve qu'on est vraiment dans cet état d'esprit où penser la solidarité, penser d'autres liens humains, non humains, etc., c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, si la distance fiction-réelle n'est pas assez importante, et ben on saute très rapidement à pieds joints dans ces mondes dystopiques. Et ben, ça peut être le mot de la fin, et on va inviter les personnes qui nous écoutent à aller découvrir l'ensemble de la réflexion structurée dans Utopie radicale. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci beaucoup, Alice. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons vous avoir donné du grain à moudre et de nouvelles pistes de réflexion et de passion. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Vos dons sont les seuls à garantir notre indépendance et à financer Blast. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir. Merci d'avance et à bientôt.